Bonsoir et bienvenue à la deuxième séance du cycle de littérature de l'Université permanente consacrée à Aragon. Tout d'abord, merci à la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, à la Maison Elsa Triolet et Aragon. Je vous rappelle tout d'abord que nous organisons une souscription pour l'Université permanente pour l'achat de micros. Vous vous demandez bien pourquoi. Je profite également, avant de commencer le vif du sujet. C'est urgent. Par vous annoncer la lecture spectacle « Il y aura la jeunesse d'Aimé » au Lucernaire de Louis Aragon et Elsa Triolet, mis en scène par Didier Bezas avec Ariane Ascaride et Didier Bezas, pour lequel il existe une réduction pour les lecteurs de l'Humanité. Cela tombe bien, j'ai vu beaucoup d'Humanité en passant dans les rangs pour distribuer les feuilles de ce soir. Certains d'entre vous pourraient donc être intéressés. On pourrait inclure les participants à l'Université permanente au sens large. Ce qui m'amène à vous remercier tous d'être venus ici ce soir, en présence réelle, en chair et en os, mais également ceux qui nous regardent d'un peu plus loin derrière leurs écrans. Bien évidemment, toutes les questions seront bienvenues à la fin de cette conférence, et je vous rappelle aussi que, à la fin, nous transmettrons les questions que vous aurez posées, si vous faites partie de ceux qui nous regardent un peu plus loin, sur le fil de commentaires de la vidéo en direct sur Facebook. Nous les transmettrons donc de vive voix ici à Bernard Vasseur, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Bernard Vasseur qui, entre autres, est le directeur honoraire de la maison Elsa Triolet Aragon, qu'il a dirigé pendant très longtemps, qui est l'auteur de nombreux livres, dont, entre autres, les deux derniers qui sont ici ce soir. L'un sur Charles Le Vallet, jeune artiste qui a illustré La Grande Gaîté, recueil de poèmes d'Aragon, et un autre que j'ai ici sous la main, qui s'intitule Avec Marx, car Bernard Vasseur est philosophe, Avec Marx, Penser et agir aujourd'hui, publié aux éditions du PCF 93, et qui d'ailleurs est ici en vente ce soir, pour le modique prix de 5 €. Et la question qui est posée ce soir est celle de Aragon stalinien, point d'interrogation. Sur ce, je vais donc laisser la parole avec grand plaisir à Bernard Vasseur pour tenter d'éclaircir ce mystère ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous de votre présence. Je dois aujourd'hui vous parler de deux grands torts qui sont attribués aujourd'hui encore communément à Aragon. D'une part, d'avoir adhéré au Parti communiste et en plus de lui être resté fidèle toute sa vie, en dépit des efforts largement entrepris ici ou là pour qu'il le quitte, et deuxièmement, avoir en conséquence été stalinien. Alors je m'arrêterai surtout à ce dernier point, mais je voudrais dire rapidement deux mots sur le premier, sur la question de l'adhésion d'Aragon au Parti communiste. Vous savez qu'elle s'est posée à deux reprises. La première en décembre 1920. Autrement dit, au moment même où se tient le congrès de Tours, qui va donner naissance au Parti communiste SFIC, section française de l'Internationale communiste, en scission majoritaire avec le Parti socialiste SFIO. C'est à ce moment-là que les deux amis, André Breton et Aragon, se rendent à la section parisienne du parti, rue de Bretagne, et qu'ils viennent pour adhérer. Ils ont participé à la grande tuerie de 1914-1918, et ce qui les frappe, c'est la présence au congrès de Tours d'une femme, d'une Allemande, d'une communiste. Elle est arrivée au congrès de Tours clandestinement par des cheminots, et c'est Clara Zetkin. Et c'est pour Aragon, comme il le dit, c'est l'acte le plus violent contre la guerre que le rapprochement des peuples
Clara Zetkin est allemande, donc c'est les ennemis d'hier. Elle vient à un congrès du Parti français, que le rapprochement des peuples contre les gouvernements. Et il le dira plus tard, il m'eût fallu vraiment une âme bien mesquine pour ne pas me sentir cet hiver-là saisi quand au congrès de Tours parut Clara Zetkin d'un frisson que je crus être la poésie. Alors, ça ne va pas aboutir, cette adhésion, cette tentative d'adhésion, elle ne va pas aboutir à cause du dirigeant qui les accueille, qui est Georges Pioche, un responsable fédéral, qui leur dit en substance, bon, les petits gars, c'est bien beau d'être écrivain, mais il faut descendre dans la foule, il faut se mettre avec les masses populaires, se serrer les coudes et suer ensemble. Et Aragon va écrire, nous n'avons pas eu envie de suer avec lui. Voilà. Bon. Donc, la question de l'adhésion est ratée pour cette première fois. Elle sera reprise après des discussions au sein du groupe surréaliste. Nous le savons, ça, parce qu'il y a des notes qui ont été prises au cours de ces réunions. Et il y a donc eu toute une discussion qui est publiée aujourd'hui sur le thème adhérer au Parti communiste. Et Aragon adhérera le 6 janvier 1927, le jour des rois, comme il le remarqua immédiatement avec humour. Et la raison immédiate en est le déclenchement en avril 1925 de la guerre du Rif au Maroc, tuerie qui, à ce moment-là, en 1926-27, est menée par quelqu'un qu'on a déjà vu et qu'on retrouvera plus tard, et qui s'appelle Philippe Pétain. Que mon pays ait pu, 7 ans après une guerre dont on nous avait juré qu'elle serait la dernière, faire de ses fils des assassins en les envoyant combattre dans un pays lointain, fut pour moi une entreprise intolérable, et je suis allé directement vers le seul parti qui se dressa contre cette guerre, le tout jeune parti communiste. Donc vous voyez, je dis cela, l'idée à retenir, qui me paraît importante, c'est que dans tout ça, il est question de la guerre 14-18, il est question du déclenchement d'une guerre coloniale qui va ensuite enclencher le processus des guerres coloniales, et la référence à l'URSS et à ce qui s'y passe est parfaitement secondaire à ce moment-là. Elle deviendra importante après, en 1930, à partir de 1930, lorsque Aragon et Elsa, qui ont donc décidé de vivre ensemble en fin 1900, le 6 novembre 1928, lorsque donc ils se rendent en 1930 à Moscou, parce que Mayakovsky, le compagnon de Lily Brick, la sœur d'Elsa, la belle-sœur d'Aragon, vient de se tuer, de se suicider. Et donc Elsa est très affectée et va soutenir sa sœur. Voilà. Donc venons-en donc à la question de l'Aragon stalinien. Durant ses voyages en URSS et ses séjours en URSS, dont je parlais tout à l'heure, il y aura bien au début des années 80 ce qu'il appellera plus tard cette vie à nous, c'est-à-dire Elsa, Lily, les amis de Lily à Moscou, de Mayakovsky, tout ça dans la maison de Mayakovsky. Il y aura aussi, on pourra y revenir dans la discussion, la découverte d'un monde nouveau en Gésine que chantera à sa manière Oura l'Oural. Mais il y aura surtout cet état d'esprit qu'Aragon reconstituera plus tard dans le roman inachevé qui s'installe. Le roman inachevé est écrit plus tard, mais dans les années 30 s'installe. Voilà comment il parle de ces années-là. J'ai connu les entassements entre des murs jamais repeints. J'ai connu les appartements qu'on partage comme une faim, comme un quignon de pain trouvé, l'angine atroce des couloirs,
les punaises, les paravents, les cris et les mauvais vouloirs. J'ai connu le manque de tout qui dure depuis des années, quand une épingle est un trésor et les enfants abandonnés. Et tous les soirs, dans les tramways, ces noires grappes de fatigue au marchepied, où les fureurs et la brutalité se liguent, et les souliers percés l'hiver dans une ancienne odeur de chou, et les bassesses qu'on ferait pour s'acheter des caoutchoucs. Pourtant, c'est dans ces heures-là, cette crudité d'éclairage, je ne m'explique aucunement comment s'est produit ce mirage que j'ai pour la première fois senti sur moi des yeux humains, frémis des mots que prononçaient des inconnus sur mon chemin. Tout comme si j'avais reçu la révélation physique du sourd, à qui l'on apprend un jour ce que c'est que la musique, du muet, à qui l'on apprend un jour ce que c'est que l'écho. L'ombre a pour moi pris la clarté des nuits qu'a peinte Dovzhenko. Je me souviens, c'était alors un film intitulé La Terre. Le clair de lune était si beau qu'il n'y avait plus qu'à se taire. Comment trouver les mots pour exprimer cette chose poignante, ce sentiment en moi, dans la chair ancrée, qu'il pleuve ou qu'il vente, que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis, même à l'autre bout du monde, aide ce peuple, ou bien lui nuit et nuit à mon peuple avec lui. Crains, crains jusque dans tes rêves, quand l'outil pèse qu'on soulève, d'agir comme un briseur de grève. Et je vois les gens ricaner, supérieurs, indifférents. L'architecture leur déplaît, et c'est au chef qu'on s'en prend. Mais ceux qui saignent de tenir une pierre, un câble, une corde, que voulez-vous, que venez-vous leur raconter, professeur de miséricorde? Donc, vous voyez, cet état d'esprit, c'est l'idée forte, c'est il faut craindre d'agir comme un briseur de grève. Quand on est dans le monde où l'outil pèse, il faut craindre de décourager l'envie de se battre dans le monde capitaliste et de tuer l'espoir si on dit ce qui ne va pas en URSS ou ce qui ne plaît pas. Dans ce monde parti de très bas, où la misère la plus noire règne encore, mais où on la combat et où on construit une société nouvelle à marche forcée. C'est ce monde naissant et cette solidarité qu'exprime là, que chante là Aragon. Mais très vite arrivent les années 1936-1938, des années terribles, comme il dira plus tard, celles des grands procès de Moscou, celle des purges conduites par Staline qui veut, dans un climat d'hystérie délirante anti-trotskiste, asseoir son autorité en liquidant les dirigeants communistes du temps de Lénine. Une centaine de membres du comité central seront arrêtés et exécutés, et faire régner un régime de terreur sur la société soviétique pour tenter de justifier les manquements du système ou les échecs politiques du régime. Il s'agit donc de fabriquer pour l'opinion publique des saboteurs, des ennemis, des vendus à l'étranger, des terroristes, bref, des responsables de tous les maux quotidiens qui demeurent ceux qu'endurent les peuples soviétiques. Et pour cela, il faut des procès à grand spectacle où les accusés reconnaissent et avouent les fautes dont on les accuse, ce qui se produira effectivement. Ce sera pour Aragon le début d'un long chemin de croix. J'ai payé très cher le vertige soviétique, dira-t-il, en parlant de ces grands procès monstrueux que j'ai pourtant applaudis.
qu'il a pourtant applaudi. En composant plus tard son œuvre poétique, dans laquelle il fera figurer avec honnêteté les textes et les articles écrits alors, il avouera, je cite, « la honte qu'il éprouve à les relire au point de regarder ma main droite en s'étonnant de ne pas l'avoir un beau jour coupée pour ce qu'elle avait écrit. » Alors, vous comprenez, pour nous, le problème aujourd'hui n'est pas de faire une leçon de morale à Aragon en lui reprochant son attitude du haut de ce que nous avons appris par la suite. Il n'est pas de jouer avec lui au jeu de l'indignation rétrospective. Vous savez bien qu'il faut distinguer les deux sens du mot « histoire », l'histoire comme réalité vécue au jour le jour, et l'histoire comme savoir élaboré après coup par des historiens. Autrement dit, il y a l'histoire que font les hommes du moment dans les conditions qui sont celles de leur présent, et il y a l'histoire savante qu'écrivent les historiens toujours après coup et parfois longtemps après coup. C'est le même mot, histoire, mais ce n'est pas le même concept, il n'a pas le même sens. Or, on vient de le voir, Aragon se condamne lui-même pour ce qu'il a écrit. Que lui demander de plus? Mais nous allons plutôt appliquer ici la maxime de Spinoza, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas railler, mais comprendre. Oui, nous allons essayer de comprendre comment ont pu se constituer cette illusion, cet aveuglement, cette crédulité, cette naïveté qui furent les siens ou les siennes, et comment il a pu maintenir son admiration pour Staline quand tout ce que nous savons à présent du stalinisme aurait dû l'amener à le dénoncer et à s'en éloigner. Et pour les comprendre, ces raisons, je crois qu'il faut partir du contexte soviétique et du contexte français. Contexte soviétique d'abord. Il y a d'abord l'orchestration spectaculaire du mensonge, c'est-à-dire les procès truqués dont j'ai parlé, où les condamnés passent aux aveux et affirment qu'ils sont coupables. Vous voyez, il est quand même difficile d'imaginer ces trucages, cette monstruosité, les tortures qu'elle implique dans les coulisses, venant des communistes qui sont membres d'un parti frère qu'on admire puisqu'il est victorieux pour la première fois d'une révolution, celle d'octobre. Orchestration spectaculaire du mensonge. Deuxièmement, la puissance de la propagande d'État. Ainsi, par exemple, Staline déclare à l'agence télégraphique juive des États-Unis en janvier 1931 que l'antisémitisme, en tant que forme extrême du chauvinisme de race, est la plus dangereuse survivance du cannibalisme. Cannibalisme. Cette formule sera savamment mise en scène et colportée. Et comment croire dès lors, dira Aragon, que l'orchestrateur en chef des campagnes antisémites, c'est Staline lui-même, après une déclaration pareille. Troisième idée, je crois, liée à ce contexte, c'est l'idée que l'URSS étant un pays aux dimensions immenses, aux dimensions d'un continent, tout ne s'y passe pas comme dans un État totalitaire où tout le monde marche du même pas, de Vladivostok à Leningrad. Vous savez, il y a un certain nombre d'heures de décalage. Quand le jour se lève à Vladivostok, il se couche à Leningrad. Vous voyez, autrement dit, c'est l'idée qui va germer là que Staline ne peut pas tout savoir, que c'est son entourage ou le zèle de petits chefs locaux qui sont les coupables. Ainsi, en 1935, à Moscou, on met des bâtons dans les roues de Lily Brick, donc la sœur d'Elsa et la belle-sœur d'Aragon, qui cherche à éditer les œuvres complètes de Maïakovsky. Mais
Elle a des difficultés. Mais voilà que Staline déclare dans la Pravda que, je cite, « Maïakovski a été et demeure le meilleur talent poétique de notre époque soviétique. L'indifférence à sa mémoire et à ses œuvres est un crime. » Tout se débloque aussitôt. Vous voyez, alors, comment ne pas remercier Staline pour ce fait du prince qui, d'un mot, annule une campagne contre Maïakovski? Et comment ne pas en tirer l'idée que ce sont des cheffaillons locaux ou dans tel secteur de la vie sociale qui abusent de leur pouvoir? Vous voyez, à la limite, heureusement que Staline est là pour empêcher leurs conneries. Quatrième élément de contexte sur le regard sur ces procès. Il y a aussi la crainte d'en dire trop sur l'URSS quand Aragon et Elsa sont à Paris, parce que ça pourrait compromettre la sécurité de Lili qui, elle, reste à Moscou. Alors ici, il faut parler du cas du général Vitali Primakov, nouveau compagnon de Lili après la mort de Maïakovski. Il sera l'un des condamnés d'un de ces procès qui ont lieu ces années-là, de 36 à 38, le procès qui, en mai-juin 37, frappe des officiers de l'armée rouge, au premier lieu le maréchal Toukhatchevski, grande figure, et une dizaine de gradés, dont Primakov, qui est alors considéré comme un héros militaire. Le voilà pris sans raison apparente, emprisonné, reconnaissant les traîtrises qu'on lui reproche, condamné et exécuté. Stupeur de Lili et du couple Aragon et Elsa. Aragon confiera plus tard à Michel Appelmuller: des hommes de ton âge, je cite, des hommes de ton âge peuvent à bon droit s'en étonner. Mais imagine-toi qu'après l'exécution de Primakov, notre sœur Lili elle-même a douté très longtemps de l'innocence de celui qui était devenu son compagnon. Alors, cette situation est évidemment stupéfiante en soi, à nos yeux actuels, mais il faut bien voir qu'en plus, ce ne sont pas seulement les militaires qui furent frappés, mais aussi leurs femmes qui ont été emprisonnées ou déportées au goulag. Et le danger est là. On n'a pas encore touché à Lili, femme de Primakov, mais pour combien de temps? D'où l'argument d'Aragon: parler trop fort à leur retour en France sur ceci ou cela qui existe mais qui ne leur plaît pas en URSS, ça pourrait mettre Lili en difficulté et la conduire à la mort. Alors, vous voyez, j'ai parlé du contexte soviétique, enfin avec ces quelques éléments. Je voudrais parler aussi brièvement du contexte français. 1936-1938, ce sont à Paris les années de la victoire et du gouvernement du Front populaire. Maurice Thorez est battu au bureau politique sur la proposition faite par Léon Blum et que lui, Thorez, aurait souhaité que l'on acceptât, la proposition que les communistes et Thorez personnellement entrent au gouvernement. Ce sera donc, de la part des communistes, un soutien sans participation. Mais du coup, l'union tant souhaitée par les forces populaires dans le pays, vous avez vu les images des manifestations avec ces cortèges socialistes et communistes qui convergent, cette union est enfin réalisée à gauche, c'est elle qui permet la victoire des frères ennemis du Congrès de Tours. Et par conséquent, l'antisoviétisme va être mis en veilleuse. Et puis, il y a d'autres angoisses qui apparaissent à ce moment-là, dans ces années-là, plus proches que Moscou. Par exemple, la terrible guerre civile en Espagne, Franco, Mussolini et le fascisme en Italie, Hitler au pouvoir et l'annexion de l'Autriche, l'Anschluss, en 1938, les dangers d'une nouvelle guerre qui se précise.
Voilà. Tout cela poussait à la retenue sur ce que l'on savait de Staline, et c'était encore peu de choses à ce moment-là. Et par exemple, la Ligue des droits de l'homme à Paris est étonnamment modérée sur les procès de Moscou, alors qu'on aurait pu attendre que... Voilà. Ajoutez encore à ce tableau le souhait sincère du communiste Aragon de ne pas désespérer Billancourt, comme on dira bientôt, et vous comprenez pourquoi il écrira plus tard, je le cite, « L'espoir est un sentiment qui ressemble beaucoup à ceux qui accompagnent le cancer, dont même la douleur ne convainc pas le malade. » C'est quand même très fort. Pourtant, se défend-il, dans le petit texte, dans l'interview à l'Express que je vous ai imprimé, mais où il y a, semble-t-il, un petit mastic. Bon. Oui. L'espoir est un sentiment qui ressemble beaucoup à ceux qui accompagnent le cancer, dont même la douleur ne convainc pas le malade. Pourtant, se défend-il, il ne faut pas confondre avec de la complicité l'erreur de la confiance accordée une fois pour toutes. Et il poursuit. Le stalinisme a créé les conditions de la crédulité pour des gens comme moi, cela est vrai. Pourtant, on ne peut pas dire que j'ai été stalinien au sens qu'aujourd'hui ce mot a pris pour moi. Bien des hommes comme moi ont été plutôt les victimes que les créateurs d'un système qu'ils ont dû défendre en pleine ignorance de ses vices et de ses crimes. Et c'est vrai que Elsa et Aragon quittent l'URSS en septembre 1936 et se promettent alors de ne pas y retourner. Et de fait, s'ils suivent de près les événements, à travers la correspondance en particulier entre Elsa et sa sœur Lily, mais qui est forcément discrète sur le sujet, la censure, eh bien, ils n'y seront ni en 37, ni en 38. 39, c'est la guerre, donc. Par contre, ils y retourneront pourtant, mais en 1945. Après la guerre, après la défaite du nazisme, après Stalingrad et le rôle de premier plan joué dans la victoire par les soviétiques et le déluge de sang versé, 25 millions de morts soviétiques, et un nouveau regard qui va se dessiner, pas seulement pour Aragon, sur Staline. C'est ce que Aragon va appeler la preuve par l'héroïsme. Alors il faut bien saisir ce moment-là, parce que aujourd'hui, si on demande à des Français qui des alliés a le plus contribué à la victoire sur le nazisme, il y a des tas de sondages là-dessus, on vous dira sans hésiter les Américains, et l'événement majeur est le débarquement en Normandie du 6 juin 1944. Or, ce n'est pas du tout ce que pensent les Français en 1945. Là aussi, il y a des enquêtes. Et pour eux, à près de 60%, c'est l'URSS qui a joué le rôle décisif, et les événements majeurs du conflit ont été d'abord l'arrêt des colonnes nazies devant Moscou l'hiver de 42, 41-42, le général Hiver, et surtout la victoire de Stalingrad le 2 février 43. Alors il faut bien mesurer cela, ce que ça change, si vous voulez. Et je vais en prendre 4 exemples que je ne vais pas développer, parce que pas beaucoup le temps, puis on y reviendra dans la discussion, si vous le souhaitez. Je prends par exemple le journal tenu de 1939 à 1945 par Maurice Garçon, grand avocat, qui deviendra célèbre et membre de l'Académie française. Bon, c'est un grand bourgeois et il s'y révèle dans ce journal franchement conservateur et il n'a vraiment aucune tendresse particulière pour l'Union soviétique et Staline. Pourtant, il écrit à peu près, je résume pour ne pas être trop long, le 25 février 1943, dans ce journal,
On nous a dit que les soldats russes étaient une masse de paysans abrutis qui allaient se débander à la première attaque, que le communisme était destructeur et désorganisateur. Et voilà que ces soldats ignorants et demi-sauvages manœuvrent des chars, que leurs généraux sont meilleurs que les nôtres, que le système industriel permet la confection d'armes modernes et efficaces au point de faire subir aux armées allemandes leur première défaite. Alors tout ce qu'on a dit sur l'URSS et le communisme est-il mensonge? Citation d'un grand bourgeois de l'époque. Autre exemple, je l'évoquais, quelqu'un me l'évoquait tout à l'heure ici, c'est l'exemple des dernières lettres de résistants prisonniers avant d'être fusillés. Vous savez qu'ils pouvaient écrire une lettre, une dernière lettre, et Aragon écrira sur ce sujet: combien d'hommes qui pensaient comme moi sont-ils morts devant les fusils allemands, avec à la dernière minute aux lèvres le nom de Staline. C'est une des plus affreuses tragédies du monde moderne. Donc vous voyez, pour ces martyrs qui sont fusillés et qui écrivent ou qui crient, qui poussent leur dernier cri avant la salve qui va les abattre, Staline, ça veut dire victoire, paix, liberté, avenir de bonheur. Voilà. Tragédie, dit Aragon. Troisième exemple. Prenons cette fois aussi un homme, un écrivain, François Mauriac, et un extrait du discours qu'il prononce à la séance de réouverture de la Comédie Française le 27 octobre 1944, au cours d'une cérémonie placée sous la présidence du général de Gaulle. Il y déclare ceci, je reprends deux lignes, hein. L'armée rouge est rouge de tout le sang qu'elle a versé pour le salut de l'Europe. Elle a sauvé ceux à qui elle faisait peur. Elle a été le rempart d'une culture que ses ennemis l'accusaient de vouloir détruire. Elle a été le rempart d'une culture que ses ennemis l'accusaient de vouloir détruire. Voilà. Enfin, je signale juste un petit livre d'un spécialiste de la question, déjà un peu ancien, Isaac de Tcher. Quand il écrit sur Moscou, alors il dit, après la bataille de Moscou et la victoire de l'immobilisation des chars dans la glace devant Moscou et la victoire de Stalingrad, il écrit ceci: l'ancien sentiment anti-soviétique dans les pays occidentaux fit place à une admiration populaire naïve mais sincère pour les Russes et pour Staline personnellement. Roosevelt et Churchill ne lésinèrent pas sur leur admiration et quelque chose comme une affection populaire commença à entourer la personnalité de Staline, jusqu'alors éloignée, incompréhensible et même antipathique aux yeux des Occidentaux. Vous voyez, bon. Voilà encore pour le climat. J'ai trouvé ça dans un petit bouquin, j'espère qu'on le trouve toujours, qui s'appelle « Les Stalines » et qui est « Les Stalines vues par les hôtes du Kremlin ». Ce sont des textes, des extraits de gens qui ont été reçus par Staline, de gens, pas n'importe qui, hein, qui ont été reçus par Staline au Kremlin. C'est présenté par Lily Marcoux. C'est édité dans la collection Archives chez Gallimard et Julliard. Alors, vous voyez l'idée. Hein. Ayons bien en tête ceci, qu'à ce moment-là, Staline, qui n'a évidemment rien changé de ses méthodes despotiques de gouvernement par rapport à celles qu'on vient de voir, mais son nom, le communisme qu'il incarne, alors, est vraiment salué, célébré, y compris par... voilà. Alors, ça ne va pas durer, ça ne pouvait pas durer, car les Américains, abandonnant leur traditionnelle politique d'isolationnisme, vont adopter la doctrine Truman d'endiguement du communisme. Containment, endiguement du communisme.
et lancer la guerre froide, selon l'expression inventée par George Orwell et reprise par le journaliste Walter Lippmann dans son livre The Cold War, la guerre froide. Alors, son objectif, c'est de contrer par tous les moyens toutes les avancées communistes où qu'elles se produisent. Elle va comprendre bien des dimensions, renforcement des équipements et des moyens militaires et course aux armements nucléaires. Alors, on sait que les États-Unis possèdent l'arme nucléaire depuis Hiroshima et Nagasaki, et l'URSS aura la sienne en 1949. Et bientôt, ce sera la course aux missiles. Bon. Il y a ensuite la création aux USA, auprès du président des États-Unis, d'un Conseil national de sécurité de la CIA, de l'OTAN, en 1949. Il y a le plan Marshall de redressement de l'Europe, par peur que les destructions, l'hiver, la froidure, les privations fassent le jeu des communistes dans les territoires européens. Et elle va comprendre aussi une dimension idéologique intense pour faire... Parce que Truman est un démocrate, et pour faire accepter son plan par les républicains, il le présente comme faisant des USA les champions de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, et un modèle pour le monde. Bref, l'organisation du monde devient bipolaire, deux blocs séparés par un rideau de fer, selon la célèbre expression de Churchill. C'est l'équilibre de la terreur et la naissance de ce qu'on appellera bientôt les deux grands. Et chacun mène chez soi la chasse à ce qui incarne l'autre. Par exemple, aux États-Unis, pensez au McCarthyisme, aux USA, à l'exécution, au procès et à l'exécution des époux Rosenberg, et au rôle que va recevoir Hollywood dans le dispositif américain. Pensez à la guerre de Corée et à celle du Vietnam, où, dès ces années-là, soviétiques et américains s'opposent par alliés interposés. Pensez aussi, d'autre côté, aux méthodes staliniennes qui ont déjà fait leurs preuves, même si c'est horrible, et sont déjà rodées, à la constitution du pacte de Varsovie, qui va bientôt réunir donc tous les pays et les armées du bloc soviétique, et au refus, précisément au nom de cette guerre froide, de tout ce qui pourrait apparaître comme une dissidence, une contestation, une remise en cause côté soviétique. C'est une époque terrible où, comme le dira Aragon et Elsa Triolet, une barricade n'a que deux côtés, comme le monde, devenu bipolaire. Et on verra bientôt, par exemple, lors du fameux procès Kravchenko, en 1949, à Paris, qui suit une campagne des lettres françaises l'accusant de mensonge sur la réalité des camps en URSS et lui reprochant d'être une marionnette dans les mains des services d'espionnage américains. Procès terrible que le journal va perdre et qui a été évidemment mis en scène soigneusement. On pourra y revenir si vous le souhaitez, je suis obligé de passer vite. Or, je l'ai dit, la bataille idéologique, la bataille d'idées est une dimension essentielle de la guerre froide et elle va donc toucher et mobiliser les intellectuels, toucher au travail intellectuel, à l'écriture et aux arts. Pensez ici à cette bataille sur l'écrivain conçu comme un ingénieur des armes dont la mission est de remodeler et d'éduquer les travailleurs dans l'esprit du socialisme. C'est une citation de Zhdanov. À la conception et à la mise en œuvre obligatoire d'un réalisme socialiste, à la construction d'une opposition aberrante entre sciences bourgeoises et sciences prolétariennes, à l'affaire Lysenko, du nom de ce pseudo-savant soviétique qui invente une théorie génétique, la génétique de Mitchourine, qui l'oppose à la génétique de Mendel, à la génétique occidentale. En plus, Mendel est un moine, donc vous voyez, bon, et qui est immédiatement interdite d'enseignement en URSS
Lysenko, expérimentant ces théories dans l'agriculture et contribuant à couler la biologie soviétique pendant des décennies et conduire bien des chercheurs soviétiques au discrédit ou à l'emprisonnement. Pensez encore à la constitution d'un marxisme-léninisme dont Staline dessine les concours et les thèses dans un fameux chapitre du précis d'histoire du Parti communiste bolchevique de l'URSS intitulé « Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique » qui servira de bible militante à des millions de communistes dans le monde entier de ces décennies. Pensez encore à l'idée du communisme comme devant produire un homme nouveau. Vous voyez, c'est autre chose que le programme commun et l'union de la gauche. Bon. Donc, un homme nouveau, et Aragon dessinant cet homme communiste, cet homme nouveau, en train de naître devant nos yeux, comme il dit, dans cet ouvrage qui s'appelle « L'homme communiste », publié au cours de ces années de plomb. Aragon qui intervient, se mouille et écrit sur tous ces sujets qui collent à Maurice Thorez et à son parti dont il est devenu, à la Libération, poète national et dont il est devenu une pièce dirigeante essentielle. Comment faire autrement quand les conditions politiques externes pèsent si fort et que la moindre hésitation ou le moindre silence peut être assimilé à une faiblesse ou à une trahison? Alors j'ai parlé des prises de position d'Aragon dans ses brochures, dans ses articles, dans ses pamphlets, mais qu'en est-il de ses poèmes? Depuis 1947 et le nouveau Crève-Cœur, Aragon ne publie aucun recueil poétique d'ampleur significative. Et il faudra attendre 1954 pour que paraissent Les yeux et la mémoire, où il retrouve la pleine parole poétique. Alors, il s'est bien essayé à écrire des vers pendant cette période. On peut en prendre plusieurs, mais j'en ai pris un. J'ai pris un ensemble de poèmes assez courts qui s'appelle « La patrie en danger ». Ces poèmes qui sont publiés en 1953 dans « L'homme communiste ». C'est un hommage à Jacques Duclos dans les années terribles de 1952 et de la manifestation anti-Ridgway, ce général américain qui vient s'installer en France pour donner les ordres. Alors, Jacques Duclos, le dirigeant communiste, vient de subir un emprisonnement parce que la police a trouvé des pigeons dans le coffre de sa voiture qu'elle a pris pour des pigeons voyageurs, donc une entreprise d'espionnage, alors qu'il s'agissait de volatiles simplement promis à un bon repas. Alors Aragon salue ce moment et entreprend d'écrire des vers, je cite, « pour suivre très fidèlement un développement de la pensée de Jacques Duclos et explorer ainsi, je cite toujours, explorer littérairement parlant une tentative d'un genre nouveau pour cerner une pensée politique. » Eh bien, le résultat, poétiquement, n'est pas très convaincant. Si on le juge, par exemple, par ce vers qui décrit le général américain Ridgway, « Tarzan de l'ignorance et fils du Stock Exchange ». Bon, c'est un alexandrin, mais enfin, il en a fait des meilleurs. Voilà. Et c'est rien si on compare, par exemple, à la prose, où il évoque plus tard cette manifestation Ridgway dans Blanche ou l'oubli. D'ailleurs, dans Blanche, publié en 1967, Aragon se moque d'un de ses textes écrits en cette année 53, le neveu de M. Duval, en écrivant « Mon Dieu, comme à le relire, ce langage me paraît aujourd'hui démodé. Nous étions déjà des gens d'un autre temps. Il faut croire. Nous étions déjà des temps d'un autre temps, il faut croire. »
et d'ajouter plus loin, il ne suffit pas d'avoir raison pour avoir raison. Alors, c'est d'ailleurs cette expérience que je vous invite de faire. Lire dans les derniers textes d'Aragon la réécriture politique évoquant les années que nous venons de parcourir, les années de la guerre froide. Par exemple, relisez dans la mise à mort l'évocation du décès et des obsèques de Gorky qu'on trouve au début de l'ouvrage dans le chapitre intitulé « Le miroir de Venise » et comparez ces pages au récit des mêmes événements écrits à chaud, c'est-à-dire les obsèques de Gorky qu'il a écrit, qu'il a raconté dans des textes quasiment au moment ou un peu après où il se passe. Hein. Vous y verrez, Pierre Juquin traite ça très bien dans son livre sur Aragon, un destin français. Alors, dans ces textes de la mise à mort, on voit très bien jouer les vibrations de la mémoire, mais surtout on y remarque de magnifiques pulsations d'une écriture désormais libérée des contraintes d'un temps où il fallait marcher droit. On y remarque surtout une obsession qu'Aragon emprunte à Isidore Ducasse, celle de réécrire au bien, comme il dit, ce qu'il a d'abord écrit au mal. Vous savez, c'est Lautréamont qui a écrit c'est Lautréamont qui a écrit les Chants de Maldoror, grande découverte pourtant d'Aragon et Breton des années surréalistes, et c'est qui plus tard écrira sous son vrai nom, le nom de Isidore Ducasse, des poésies, parce qu'elles sont écrites dans un esprit opposé au Chants de Maldoror. Donc je viens surtout de parler de la prose aragonienne, et on pourrait donc conclure que la période de la guerre froide ne se prêtait guère à l'exercice de la poésie. Lui-même d'ailleurs interroge ce point dans Les yeux et la mémoire. Il écrit ceci: « C'est possible après tout qu'à parler politique, sur le rythme royal du vers alexandrin, le poème se meure et tout soit rhétorique dans le langage souverain. C'est possible, après tout, que j'ai perdu le sens, qu'au soleil, comparer le parti soit dément, qu'il y ait de ma part simplement indécence à donner ça comme argument. » Donc, vous voyez, lui-même se pose la question. Quand il dit comparer le parti au soleil, ça fait allusion à un vers du même recueil qui est « Salut à toi, parti, ma famille nouvelle, salut à toi, parti, mon père désormais, j'entre dans ta demeure où la lumière est belle comme un matin de 1er mai. » Bon. On pourrait plus écrire ça aujourd'hui. Bon. Alors, donc, vous voyez, il écrit ça, il s'interroge lui-même sur le rapport entre poésie et politique. Moi, je crois, et alors il dit, c'est possible après tout que le rythme royal du vers alexandrin ne convienne pas. Moi, je crois plutôt que ce n'est pas le fait de parler politique qui fatalement doit conduire à la mécanique des procédés rhétoriques et à l'éloignement de la poésie, à annuler la poésie. C'est bien plutôt la façon d'en parler et les conditions pour l'écrire et l'entendre. Parce que, vous voyez, si on parle politique en la délivrant des contraintes imposées par la guerre froide et la démesure des contraintes de l'époque stalinienne, alors on obtient par exemple le vers politique limpide et si beau de la nuit de Moscou dans le roman inachevé. On sourira de nous pour le meilleur de l'âme. On sourira de nous d'avoir aimé la flamme au point d'en devenir nous-mêmes l'aliment. Et comme il est facile après coup de conclure contre la main brûlée, en voyant sa brûlure, on sourira de nous pour notre dévouement. Vous voyez, il parle politique et bon. Alors vous avez remarqué quand même que ces vers magnifiques sont dans un poème où Moscou signifie la nuit de Moscou. On trouve aussi des vers magnifiques dans l'élégie à Pablo Neruda, 1966. Par exemple, Pablo, mon ami, le temps passe
et déjà s'effacent nos voix. On n'entend plus même un cœur battre. Tout n'était-il que ce qu'il fut, tout n'était-il que ce qu'on voit, tout n'était-il que ce théâtre. Peut-on vraiment se contenter de la couleur de cruauté où vivre semble au mieux survivre, où nous aurons au mieux été des enchanteurs désenchantés d'avoir chanté pour or le cuivre. Et dans la même veine, mais en prose cette fois, dans Blanche ou l'oubli, publié l'année suivante, 1967, il écrit « Comment pouvons-nous supporter le monde tel qu'il est ? J'ai passé ma vie à tenter de l'imaginer autre. » Bon, nous voici donc arrivés peu à peu au terme de notre parcours, puisque s'approche le 5 mars 1953 et la mort de Staline. Ce jour-là, le gouvernement français met les drapeaux en berne dans le pays en hommage aux vainqueurs de Stalingrad. Autrement dit, il n'y a pas que les communistes qui ont de la peine, enfin en tout cas officiellement. Devenu directeur des lettres françaises, Aragon prépare l'édition d'un numéro spécial, et ce sera la fameuse affaire de la publication à la une de l'hebdomadaire du portrait de Staline par Picasso. Je suppose que vous la connaissez, je ne vous la raconte donc pas. Je vous ai mis la photo sans couleur parce que la souscription de l'université permanente n'a pas encore donné les moyens d'avoir une reproduction couleur, mais ça va venir. Et donc je vous ai remis cette image qui va valoir à Picasso et surtout à Aragon, alors officiellement membre du comité central, mais en réalité il y était officieusement invité dès la Libération, qui va valoir donc officiellement une réprobation, de sévères condamnations du secrétariat du Parti français, en l'absence de Maurice Thorez qui se fait soigner à Moscou, et avant que Maurice Thorez, de retour à Paris, ne remette les pendules à l'heure et tente de rattraper le coup en se faisant photographier dès son arrivée avec Picasso et Aragon. Bon. Puis viendra l'an 1956 comme un poignard sur mes paupières. C'est l'un des plus beaux vers du roman inachevé, enfin, selon moi. 1956, c'est-à-dire notamment, il n'y a pas que ça, mais notamment le congrès du Parti communiste soviétique et le rapport secret de Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Poignard sur mes paupières, c'est-à-dire, vous voyez, c'est le plus fort de la tragédie d'Oedipe, se crevant lui-même les yeux lorsqu'il découvre ce qu'il n'a pas vu au moment où il l'accomplissait. C'est-à-dire que c'est lui qui a tué son père et qui a par la suite épousé sa mère, donc des horreurs. Eh bien, tragédie, car cette fois, ce ne sont plus les ennemis qui disent du mal de vous et qui soulignent vos crimes. Les ennemis, ils sont là ils ne sont pas payés pour dire du bien de ce que vous faites. Donc c'est normal qu'ils vous... Bon. Mais cette fois, ce sont les communistes eux-mêmes, c'est-à-dire d'autres moi-même, qui soulignent des crimes. Et voilà, le poignard sur les paupières, c'est en quelque sorte nous-mêmes qui sommes obligés de nous crever les yeux, quoi, vous voyez, en sanction de ne pas avoir vu. Alors j'ai dit qu'Aragon avait plaidé, Pludeau, en 36-37, avait plaidé l'aveuglement et l'ignorance des crimes commis alors. Mais cette fois, en ce début des années 50, c'est différent. Cette fois, il sait. Et il sait au moins depuis 1952. Cette année-là, au Congrès mondial des peuples pour la paix, tenu en Autriche, à Vienne, il est question qu'Elsa Triolet soit nommée à la direction mondiale du mouvement de la paix, et le représentant soviétique s'y oppose sous prétexte qu'Elsa est juive. Et puis, début 53, il y a à nouveau à Moscou un nouveau complot, un nouveau procès, celui des blouses blanches, des médecins qui soignent Staline. Et
qu'on accuse de vouloir l'éliminer. C'est en fait un procès dont la base est antisémite. Ces médecins sont juifs. Cette fois, c'en est trop. Et Elsa, de retour à Paris avec Aragon en janvier 1953, confie à Pierre Daix, le rédacteur en chef des Lettres françaises, venu les attendre à l'aéroport du Bourget, « Pierre, ils sont comme les nazis ». Elle se met à nouveau à craindre pour la vie de sa sœur Lily, juive elle aussi. Alors, est-ce à la fois à ces choses-là intolérables et indicibles que pensait Aragon quand il écrivit l'un des poèmes les plus angoissés et les plus somptueux du fou d'Elsa, Saphar. Il y a des choses que je ne dis à personne. Alors, elles ne font de mal à personne. Mais le malheur, c'est que moi. Le malheur, c'est que moi, ces choses, je les sais. Toujours est-il que si en 1956, Torres traîne les pieds pour engager la déstalinisation dans le Parti français, la conviction d'Aragon est à l'opposé. Il est urgent de combattre l'ouvriérisme et de faire en sorte que son parti se dégage des crimes commis et des ornières de pensée et d'action où sont restés figés trop longtemps les soviétiques et dont ont trop souffert notamment les artistes et les intellectuels, ce qu'il appelait avec humour ses fédérations à lui. Il confiera en 1964 à Lucien Sève « Je me suis juré de consacrer le reste de ma vie à éviter qu'en France, le passage au socialisme se paye d'un tel drame pour les intellectuels. » Il obtiendra sur ce plan une belle victoire personnelle lors du comité central consacré aux questions culturelles et idéologiques tenu à Argenteuil en 1966, dont il sera le rapporteur et pour une bonne part le rédacteur de la résolution finale et qui s'engage à assurer et à développer la liberté de création. Toujours facétieux, l'Aragon du grand âge viendra offrir dans ses murs à Georges Marchais pour le parti en 1966 un portrait iconoclaste de la Joconde L-H-O-O-Q, rehaussé par le crayon de Marcel Duchamp, encore un portrait, un clin d'œil au portrait de Staline par Picasso, mais cette fois un portrait façon Dada, portrait de la jeunesse d'Aragon et portrait qui sera accepté évidemment par le parti. Peut-être avec ce geste, s'agissait-il pour lui de poursuivre le pari sur l'avenir qu'il avait fait avec André Breton au soir du 9 février 1934. Breton, lui, avait considéré en 3 semaines avoir perdu son pari en adhérant au Parti communiste. Moi, j'ai poursuivi le mien. Mon pari, c'est-à-dire que les choses au parti ne restaient pas ce qu'elles étaient quand j'y suis entré. Il conservera cette conviction et sa carte du parti jusqu'à sa mort le 24 décembre 1982. Je vous remercie de votre attention. Merci Bernard Vasseur. On va passer aux questions s'il y en a. Et je rappelle aux internautes qui nous suivent qu'ils peuvent poser des questions sur le chat live du direct Facebook. Voilà. Pendant que vous réfléchissez à la question, je vous dis juste, je vous ai donné une petite bibliographie sommaire où vous trouvez en particulier 2 articles si vous voulez prolonger cette conférence. L'un d'Édouard Béguin sur le même sujet, Aragon stalinien ou comment lire l'illisible,
paru dans les Recherches croisées Elsa Triolet-Aragon numéro 11, et l'autre de Corinne Grenouillet, Lecture du stalinisme dans la mise à mort d'Aragon, paru dans la même revue, les Recherches croisées Elsa Triolet-Aragon numéro 9. Vous trouvez, faut-il le dire, ces revues et d'autres comme les Annales de la Société des Amis, sinon je vais me faire engueuler, de la Société des Amis Elsa Triolet, Louis Aragon, vous les trouvez au Moulin de Saint-Arnoux. Guillaume y veille. Oui. Ah bah vous êtes complètement... Oui. Bonsoir. Au cours de l'histoire, en fait, les points de vue sur Staline ont changé. Si j'ai bien suivi ce que vous venez de dire, maintenant vous considérez que Staline, c'est quelqu'un de vraiment pas bien. Moi, j'ai travaillé en Inde et j'ai vu des gens plus jeunes que moi qui s'appelaient Staline. Donc les parents leur avaient donné le prénom de Staline. Donc comment on peut savoir qui dit vrai, qui dit faux? Parce que si on appelle son petit garçon Staline, c'est que quelque part on aime bien Staline. Voilà. Ça, c'est vrai. Hein. Et il y a eu des gens, même en France. Je rappelais l'histoire des fusillés qui crient Staline, parce que Staline, au moment où ils sont fusillés, ça veut dire ça. Ça veut dire liberté, paix, bonheur, avenir, communisme, etc. Bon. Et là, manifestement, oui, moi j'ai connu aussi des gens qu'on a appelés Aurore, comme le croiseur du même nom, qu'on a appelé, oui, enfin bon. Et Gracchus, hein, bon, donc évidemment, mais c'est tout le problème de l'histoire aux deux sens du mot. Hein. L'histoire au moment où elle se fait et l'histoire au moment où elle s'écrit. Et voilà, en tout cas pour Aragon, j'ai essayé de le suivre, et lui, comme il a eu une longue période de fréquentation de Staline, si j'ose dire, eh bien, vous voyez, il a écrit des textes émouvants où il raconte comment en 44, comment en 36, il a vu Staline pleurer aux obsèques de Sergueï Kirov, le dirigeant du parti à Petrograd, à Leningrad, à ce moment-là, et Saint-Pétersbourg. Et bon, voilà, hier c'était Leningrad, aujourd'hui c'est Saint-Pétersbourg, voilà. Bon. C'est l'histoire. Mais vous avez raison. Oui. Bonjour. François Caldor. Je vous connais, cher François. Merci. Tu as dit que Aragon avait su les choses en 1905. Tu as dit que Aragon avait su les choses, d'après ce que tu as pu retrouver, en 1953. Mais je tiens à rappeler, pour l'avoir connu familialement, qu'il y a eu, pendant le procès Kravchenko, un incident de procédure et de témoignage, et qui fait que la façon dont le témoignage s'est déroulé, notamment le témoignage de Madame Buber-Neumann, il n'est pas possible qu'Aragon n'ait pas connu les questions qui tournaient autour de son témoignage et qui a été décisif sur la décision. C'est vrai, bien des gens disent avoir entendu Aragon dire pique-pendre de tel ou tel fait produit en Union soviétique, de ses dirigeants, etc., etc. Moi, je me suis fondé sur ce qui est avéré et sûr. Alors, ce que tu dis sur le procès Kravchenko et sur le témoignage qui a été décisif de Margaret Buber-Neumann, qui est la femme du leader communiste allemand, comment il s'appelait, Hans Neumann, qui lui a été une victime de la Grande Terreur, donc ce qu'on a appelé la Grande Terreur, c'est-à-dire 1937-38, et qui est venu
témoigné à Paris. C'est incontestable. Il y a une mise en scène de la part des États-Unis. Hein, c'était suivi. C'était pas seulement un procès parisien. C'était suivi évidemment. Bon, mais c'est vrai que cette Margaret Buber-Neumann a été ensuite déportée dans un camp et qu'elle a été livrée par Staline après la signature du pacte germano-soviétique à l'Allemagne nazie et qu'elle a été déportée à Nuremberg. À Ravensbrück, pardon. Ravensbrück. Oui. En tout cas, c'est ce que tu dis est tout à fait possible et même vraisemblable. J'ai expliqué dans quel contexte ça se situait et c'était tellement incroyable que pour les communistes français qu'il y ait des camps en Union soviétique que, tu vois, enfin voilà quoi. Bon. Alors qu'il l'ait su, en tout cas, il y a une chose, moi à ma connaissance, sauf s'il l'a dit par exemple à ton père ou je sais pas, moi je me suis fondé sur ce que j'ai trouvé d'éléments sûrs. Voilà. C'est pour ça que je dis début des années 50 avec cette histoire incroyable quand même d'Elsa Triolet dont la candidature au mouvement de la paix, au mouvement mondial de la paix est refusée par les soviétiques parce qu'elle est juive et cette histoire qui est aussi évoquée dans La mise à mort mais, avec le malaise d'Aragon dans sa baignoire et qui est donc quand il rentre le complot des médecins juifs accusés de vouloir voilà. On a une question d'un internaute, de Gilles, qui nous suit de Corse du Sud. Il demande s'il serait possible de développer sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le combat d'Aragon contre les tendances ouvriéristes dans le parti. Ah oui. Ça a commencé. Aragon a tout de suite dit, enfin je vous ai parlé de l'adhésion manquée. Hein, pourquoi ? Parce que le gars il leur dit, vous voyez, imaginez ces jeunes gens, ils ont 20 ans, ils ont 22 ans, 23 ans, quand ils se présentent à, comment ça s'appelle, à rue de Bretagne, là, au local du Parti Socialiste encore, ils n'ont pas eu le temps de changer. D'ailleurs, c'est pas encore fait, mais bon, c'est clair. Il est reçu et on lui dit, dans le truc courant de l'époque, quoi, faut les écrivains, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'écrivains ? Ce qu'il faut, c'est des ouvriers. Il faut être avec les ouvriers. Hein. Faut vendre l'humain, mon petit gars. Hein. Vous voyez ? Bon, faut coller les affiches. Je caricature un peu, mais enfin, vous voyez, bon. Et c'est là que ça commence. Et ensuite, quand je dis le combat, je pense par exemple, oui, à la libération, et là au rôle, à l'image acquise par Aragon, qui va jouer un grand rôle auprès de... Déjà au moment du Front populaire. Vous voyez, c'est Aragon. C'est peu connu, ça, mais l'histoire de la Maison de la Culture, c'est peu connu parce que les archives de cette association qui s'appelait la Maison de la Culture, et qui était une association regroupant les intellectuels français, 1936, Front populaire, secrétaire général Aragon, et quand vous voyez la liste des gens qui font partie de cette Maison de la Culture, il y a 60 000 adhérents, enseignants non compris. C'est-à-dire que les enseignants, ça se rajoute, si vous voulez. Bon, vous voyez, c'est un truc, c'est très important. Moi, Pierre Juquin le suggère dans son livre, et je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, puisque je parle sous les autorités et le regard d'Olivier Barbaran. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais Juquin suggère qu'il y a quand plus tard, en 1959, André Malraux sera devenu, André Malraux qui est dans ces années-là très proche d'Aragon, quand André Malraux, devenu ministre de la Culture, créera les maisons de la culture, c'est une idée qu'il reprend, c'est une formule qu'il reprend à l'Aragon des années 36.
voyez, donc, oui, combattre voyez, c'est ce qu'on voit dans toutes ces... Combattre l'ouvriérisme. L'ouvriérisme, c'est-à-dire, si vous voulez, le fait que parce qu'on est ouvrier, on a une lumière particulière et on n'est pas sensible à la pression idéologique de l'adversaire, comme le sont les intellectuels qui sont, dans l'ensemble, dans ces années-là, plutôt d'origine bourgeoise. C'est ça l'ouvriérisme. Hein. Moi, je me souviens d'un article écrit en 1950 dans La Pensée par un Francis Parent, un philosophe issu de l'école normale supérieure, oui, pas mal, et qui écrit dans La Pensée un article qui s'appelle « Sur un intellectuel que la Sorbonne ne produit pas ». Sur un intellectuel que la Sorbonne ne produit pas. Tu te demandes ce que c'est, hein? Vous vous demandez ce que c'est. Bon, eh ben, c'est les mineurs. Et les mineurs, quel avantage ils ont sur les intellectuels? Des intellectuels de profession, de formation, qui se réclament d'être intellectuels, puisque c'est une tradition en France depuis Voltaire, Hugo, l'affaire Dreyfus, etc. Bon, la présence des intellectuels dans la vie politique, eh bien, lui, il écrit, ce gars qui sort de l'école normale supérieure. Le parti lui fait écrire, oui, pourquoi? D'abord parce qu'ils ont les pieds dans la réalité. Bah oui, ils sont même dessous, ils sont dans la mine, vous voyez, hein? Parce qu'ils produisent du charbon, parce qu'ils ne sont pas soumis aux pressions de l'adversaire à cause de cet ancrage dans la réalité, et parce qu'ils produisent une lumière, une manière de voir qui est quasiment d'emblée éclairée et scientifique, vous voyez. On a écrit des choses quand même magnifiques, quoi. Alors, vous voyez, donc, il y avait à combattre, quoi. Voilà, ça, c'est sûr. Et donc, quand Aragon... j'ai terminé par là parce que je crois qu'il faut que ce soit souligné. Quand Aragon en 66 met même en balance sa démission, si on ne reprend pas la définition qu'il a écrite du créateur et du rôle de la création artistique dans la vie sociale, c'est quand même une grande victoire, quoi. Vous voyez, alors on mesure là les progrès accomplis. Et quand il dit j'ai adhéré à un parti qui était infréquentable, hein, pour des gens comme moi, et pourtant il y reste parce que, dit-il, j'ai gagné mon pari par opposition à Breton, qui lui Breton lui avait dit, mais qu'est-ce que tu fais si le parti t'interdit de parler de Lautréamont, grande donc, et de Rimbaud? Et donc Aragon aura malin plaisir à lui montrer un discours de Jacques Duclos, je crois, où il parle de Lautréamont et où Rimbaud est devenu une icône, vous voyez, enrôler la commune, Rimbaud, la commune, etc. Donc, dira, ben voilà, oui, le parti aujourd'hui parle de Lautréamont, admet Rimbaud, et je ne suis pas mécontent d'y être pour quelque chose. Voilà. Il a bien de la chance d'être en Corse du Sud, votre ami, alors je le salue. Oui, pardon, oui, ben non, on vous a pas oublié. Moi, j'avais une question à vous poser. Oui. Sachant qu'on est toujours à la recherche du bonheur, certes, maintenant qui est plus que mercantile, c'est toujours les mêmes personnes qui sont chassées, humiliées, maltraitées, les juifs. Pourquoi? Les juifs. Alors... Pourquoi? Et actuellement, si on est juif et communiste, c'est 2 fois plus dur. Bon là, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, hein, ce sera peut-être le thème de... Parce que là, pourquoi les Juifs, enfin, c'est une... Moi, je me souviens d'avoir lu le livre de... c'est Jules Isaac, je crois, hein, L'enseignement du mépris, où il montre comment... ça a commencé très tôt, ça, hein, l'histoire du peuple déicide, du peuple qui a tué, qui a crucifié Jésus. Donc, comment? C'est de là. Ah.
sais pas si c'est de la jalousie, mais je peux pas vous répondre en 5 minutes. D'abord parce que je suis pas historien. Peut-être que toi, mon ami... Je suis désolé, mais vous voyez, faudrait des développements qui durent. Mais vous avez raison. Mais d'accord. Mais vous voyez, en tout cas, ce qu'on a appelé le judéo-bolchevisme, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de juifs askénazes qui avaient fui, donc des juifs de la diaspora d'Europe centrale, qui avaient fui l'Europe centrale, qui avaient fui les pogroms, etc., et qui étaient venus en France, dans la France du Front populaire, si vous voulez. Bon. Et beaucoup avaient évidemment rejoint à ce moment-là le Parti communiste. Et c'est pas pour rien que l'extrême droite les désignait tout le temps en disant les judéo-bolcheviques. Hein, et on a des camarades là qui ont fait un parcours admirable. Je pense à des vieux copains comme Robert Andvelt, etc., Henri Krasuki, bon, qui ont été des juifs communistes et qui ont eu des parcours et des vies admirables. Hein. Alors voilà, bon, ça fait pas le tour de la question, je suis bien d'accord avec vous, hein, mais c'est une vaste question que vous posez là. Bernard, tu m'as fait l'amitié de me saluer. Je voulais te remercier parce que c'est très difficile de faire tenir en 1 heure tant de choses, et merci beaucoup. Je ne répondrai pas non plus à ta question parce que je ne suis pas historien des idées sur l'affaire. Est-ce que c'est Aragon qui a donné le nom de la Maison de la Culture? Ce que j'en ai compris, moi, dans le récit qu'en fait le biographe, c'est qu'il est évident que quand les Maisons de la Culture naissent, c'est bien un retour sur des projets qui sont des projets qui datent du Front populaire. Et évidemment, tout le projet de la résistance date finalement de l'inauguration de cela. Maintenant, est-ce que le mot d'Aragon a été repris? Ça, je ne suis pas assez spécialiste et ce n'est pas ma compétence sur Aragon. J'ai eu l'impression que c'était peut-être un peu forcé. En revanche, ce que je crois vraiment, c'est que oui, cette idée-là, l'idée malrussienne, c'est quand même une idée gaulienne une idée gaulliste qui renvoie à la résistance en tant qu'elle reprend le projet social du Front populaire. Ça j'en suis convaincu. Je voulais aussi te remercier d'avoir dit quelque chose dans les reprises sur les questions. Quand tu dis déjà, je voudrais être sûr qu'on est d'accord sur un point. Il me semble qu'à cause de la contraction peut-être de donner tant de choses si essentielles dans une vie complexe sur une période si courte, 1 heure, il y a une sorte de dramatisation de la période de la guerre froide. Alors autant sur le plan poétique, je suis parfaitement d'accord avec toi, et les vers que tu as cités, c'était même l'objet il fut un temps de mon travail, autant pour le rôle d'Aragon dans la lutte contre l'ouvriérisme ou dans la lutte contre les injonctions du parti, il me semble qu'il y a une constante qui dépasse les scansions de la période heureuse, la période malheureuse de la guerre froide et la libération et l'affranchissement d'après 1956. Si on prend par exemple Lysenko, l'article d'Aragon sur Lysenko dans Europe ne dit absolument pas qu'il est lysenkiste. Il dit beaucoup plus subtilement qu'il n'est pas savant et qu'il ne peut pas répondre, et il dénonce la polémique qui fait que d'autres refusent toute scientificité à Lysenko parce que ça vient du non soviétique. Si on prend les articles qu'il fait de 46 à 56 sur les questions littéraires, il fait toujours preuve de la même ouverture d'esprit, imposant à son parti, ou en tout cas au sectaire du parti, parce que ce n'était pas tout le parti, mais imposant le dialogue avec les écrivains bourgeois, le respect de la littérature d'où qu'elle vienne, la volonté de faire en sorte que cette littérature soit considérée, que les artistes dialoguent au-delà des frontières idéologiques. Si on prend pour un réalisme socialiste, ce n'est pas pour appliquer les injonctions d'un modèle jdanovien, c'est toujours pour le déplacer. Alors je voulais savoir si on était d'accord. En tout cas pour moi, il était important qu'on se quitte sur l'idée que oui, il y a des contraintes qui s'exercent sur la voix et l'écrivain est plus ou moins bon suivant les périodes, ça j'en serais tout à fait d'accord. En revanche, l'intellectuel et le militant communiste, il n'a pas changé du tout dans son orientation de lutte pour la liberté au sein du parti dans lequel il se retrouve. Et s'il y a peut-être pour moi une unité dans les facettes ou dans les moments historiques d'Aragon, c'est dans cette continuité. Est-ce que tu en serais d'accord? Oui. Oui, je pense tout à fait ça. J'ai rappelé les grands thèmes de cette affaire Lysenko. Mais par exemple, c'est clair que sur le réalisme et la définition du réalisme chez Aragon, du réalisme socialisme, là on voit manifestement comment il a compris qu'il faut utiliser le mot, je dirais pour aller vite, il a compris qu'il faut utiliser le mot pour ne pas paniquer la nomenclature, les apparatchiks, mais en même temps, il leur fait dire des choses tout à fait
tout à fait différent de ce qu'on attend, tu vois. Enfin, voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec moi. Aragon, c'était aussi un... Pardon ? Je suis d'accord avec moi. Ah oui, non, ben ça, c'est... Non. C'est un acte manqué réussi, tu vois. Bon, voilà. Alors, je suis d'accord avec toi, mon cher Olivier, excuse-moi. D'abord parce que j'oserais pas ne pas être d'accord avec toi. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais c'est parce que c'est, je crois que c'est tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que ce que tu dis sur Lysenko, il se bat contre l'idée que parce que ça vient d'Union soviétique, c'est forcément absurde. Bon, mais qu'il ne dit pas, il n'intervient pas lui sur le terrain de la biologie. Mais par contre, il y en a d'autres qui le feront. Dans le parti français, particulier, qui amènera au départ d'un grand biologiste, membre du comité central, qui était Marcel Prenant, etc., etc. Donc, mais je suis d'accord avec toi. Aragon a toujours su. Il disait, moi il y a un vers que j'aime beaucoup, et qui est « on boit dans le verre qu'on a ». C'est-à-dire, vous voyez, je fais ce que je peux faire pour ne pas faire un pas de trop qui m'amènerait dehors, ou vous voyez, mais donc il y a des moments, il y a des étapes, mais je suis d'accord avec toi. L'inspiration, elle triomphe à la fin, mais elle est présente dès le début. Ouais. Tu m'as demandé que je me mette à côté de toi, mais j'avais quand même une question à te poser, mon cher Bernard. Alors je la pose quand même. C'est bien la peine. Non, en gros, c'est une gageure à laquelle tu t'es livré, et tu t'es livré avec brio comme d'habitude. Non, mais... Alors, allons-y sur la question. Parfois, quand on lit des travaux sur Aragon, on a l'impression qu'Aragon est seul face à une entité qui est le parti, qui est bien sûr une espèce de chose épouvantable, qui veut absolument, le tirer vers... Non, c'est pas du tout ce que tu as dit, mais le tirer vers des trucs incroyables, et que c'est un match comme ça, et que Aragon fait avancer la chose. Or, il y a deux éléments que je voudrais discuter ou t'interroger pour que tu dises quelque chose par rapport à ça. J'ai plus la référence, mais tout le monde, il y a 10 personnes qui l'ont ici, et toi aussi. Tu sais, à un moment, il dit, s'il faut me qualifier, s'il me faut un qualificatif, je suis torésien. Parce qu'il se dit pas, je suis stalinien, mais il dit, je suis torésien. Donc là, il y a peut-être quelque chose à penser, parce que dans ce travail qui est fait, justement, contre l'ouvriérisme, Thorez, t'en as parlé dans le portrait, mais il joue un rôle assez important. Va sortir l'année prochaine, en 2020, oui c'est ça, le journal de Maurice Thorez, parce qu'il a eu une crise d'hémiplégie en 1950, et à partir de ce moment-là, il y a un travail de rééducation de la main, et donc il écrit tous les jours. Il y a beaucoup, et il lit précisément Aragon, il converse avec Aragon, et il y a souvent des comptes rendus de ses écrits, de ses échanges avec Aragon. Et on voit que c'est pas simplement, disons, Thorez, Aragon contre le parti. Il y a quelque chose de plus compliqué et des relations particulières qui se font. Vous voulez t'amener à parler un peu de ça. Et dernière chose, c'est que parfois on a l'impression aussi que, les artistes eux-mêmes, parfois, ou les écrivains eux-mêmes, ou les intellectuels eux-mêmes, demandent au parti parfois de prendre position dans leurs affaires. Or, parfois, il faut aussi penser que ces intellectuels peuvent avoir des avis divergents entre eux. Et l'exemple intéressant là-dessus, c'est l'immense, le très grand philosophe à la trajectoire terrible, donc Pulitzer, et la controverse qu'il y a pendant la guerre sur, par exemple, qu'est-ce qu'il faut, je parle devant François Échard, qui l'a résumé, et d'autres encore, voilà, qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on ne peut pas écrire pendant la guerre. Et là, c'est la clandestinité. Donc le parti, c'est compliqué de savoir quel est l'avis du parti. Mais il y a des intellectuels qui n'ont pas le même avis sur ce qu'il faut faire. Et donc, Aragon, il intervient comme être complexe dans un parti composé de différentes personnalités qui ont des avis aussi un peu... C'est pas un monde, en gros, Aragon versus le parti. Et donc, je voulais t'amener à revenir un peu là-dessus, peut-être, si tu veux. Oui, ça c'est vrai ce que tu dis. Si j'ai pu donner ce sentiment-là, évidemment, comme je suis sur Aragon, j'ai évidemment centré sur Aragon, je ne vais pas parler des autres. Mais moi, il y a une remarque sur l'histoire du portrait de Staline à la une des lettres françaises. C'est la réaction de Picasso.
qu'on ne connaît pas beaucoup, mais que je trouve très drôle. Picasso s'est toujours refusé à parler de cette affaire en public, hein. Mais enfin, il a dit un jour à la presse locale dans le sud, donc où il était, dans le Midi, où il était installé là, et il leur a dit: d'habitude, quand on envoie des fleurs à des obsèques, même si elles plaisent pas, la famille remercie. Bon. Je la trouve très drôle. Voilà, bon, je voulais vous la livrer, hein. Bon, voilà, alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas le grand homme qui remarque Aragon, qui lui fait confiance. C'était un grand truc, la confiance, précisément parce que il n'était pas né ouvrier, Aragon, hein. Et le grand homme de la vie politique d'Aragon, c'est Thorez. C'est Thorez qui, en 1931, fait changer la ligne du parti, qui était auparavant une ligne de 1920 à 1930, par là, 1931, était une ligne dite classe contre classe, donc une ligne rude. Évidemment, par la suite, on a dit sectaire, mais on ne le disait pas au moment où on la mettait en œuvre. Et donc Thorez, c'est, si vous voulez, la réconciliation du drapeau rouge et du drapeau tricolore, de la Marseillaise et de l'Internationale, c'est la main tendue aux travailleurs chrétiens, c'est le parti de la main tendue et plus du poing fermé, qu'il faut laisser en Espagne, etc. Donc tout ça fait que, évidemment, tout ça plaît à Aragon, et c'est qu'il va quand même... Ce qui est formidable dans toutes ces années-là, c'est quand même son bilan d'activité, hein. C'est-à-dire, il est à la fois, il est écrivain, il reçoit le prix Renaudot en 1936 pour les beaux quartiers, il est sur le front en Espagne, il est à la Maison de la Culture, il est il va être bientôt directeur de Ce Soir, donc d'un quotidien, il va écrire des fameuses chroniques, là, un jour du monde que la Salahette vient de publier dans les Annales, vient de publier une partie, parce qu'il y en a encore à venir, hein. Et donc, vous voyez, c'est un type qui ne se repose pas, qui dort très peu. Et donc, je ne suis pas du tout en train de dire c'est lui et lui tout seul. Il y a bien sûr d'autres hommes avec lui, mais il a la confiance de Thorez. Et Thorez, dans ces années-là, c'est le parti de Maurice, quoi, quand même, un peu, hein. Bon, alors même si après, il va dire... que les bouches s'ouvrent et... Ah, voilà, d'accord. Mais m'engueule pas. Mais si, j'ai bien vu. Bon, alors... Bon. Voilà. Nous l'avons noté. Mais il y en a même qui se réclament aujourd'hui du marxisme vivant, hein. On ne sait pas bien ce que c'est, puisqu'il n'y a personne qui se réclame du marxisme mort. Bon, enfin, je dis ça. Alors, tu disais, Olivier, oui, que j'ai été obligé de faire vite. C'est-à-dire, par exemple, j'ai rien dit de Front Rouge, de persécuteur, de Oural, hein, enfin, quand même, dans persécuteur, il y a le prélude au temps des cerises, hein, qui se termine vive le GPU, etc. Et il y a ensuite Oural, qui est dédié aux camarades Staline et au Parti communiste bolchevique. Vous voyez, je dis ça pour montrer que je n'ai pas oublié les choses qui viennent de l'extérieur. Je ne suis pas enfermé. Voilà, bon. Mais voilà. Et puis, je vous cite aussi ces vers
de l'époque où Aragon est où le parti, parce qu'il ne faut pas croire que ça a été une histoire d'amour, une histoire de roses, semée de roses. Là. Vous voyez, il a quand même été tenu pendant 9 mois, comme au moment où il adhère, il a quand même été pendant 9 mois mis de côté. Après, on le cantonne dans la lutte anti-religieuse. C'est là qu'il écrit ces fameux vers. Hein. C'est rue Lafayette au 120 qu'à l'assaut des patrons résiste le vaillant parti communiste qui défend ton père et ton pain. Bon, heureusement qu'il a fait d'autres vers après cela. Ouais, bon, on est d'accord, mais on y voit l'enthousiasme juvénile du participant, etc. Ce qui est intéressant sur la photo du portrait de Staline, c'est que si ce dessin de Picasso était paru en URSS, sans doute il n'aurait pas eu le même résultat de susciter l'horreur, etc. Parce que, voilà, je vais vous lire juste un petit truc, ce que dit l'ambassadeur américain à Moscou de ces années-là, de ces années d'après-guerre, hein, 45-50. Et il écrit à son gouvernement pour lui dire ceci. Les portraits de Staline étaient demeurés les mêmes pendant des années. Et les Russes furent sincèrement choqués lorsque, vers la fin de la guerre, on en distribua d'autres où Staline avait les cheveux grisonnants. Ces portraits, lorsqu'ils apparurent pour la première fois aux devantures des librairies de Moscou, attirèrent des foules considérables de curieux qui les examinèrent attentivement. Presque tous exprimaient leur surprise en constatant que Staline aussi vieillissait. Privé comme il l'était de tout contact avec lui, le peuple de Moscou, comme celui de l'Union soviétique en général, en était arrivé à le croire immortel. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est l'ambassadeur américain qui fait des notes de tout ça à son gouvernement. Hein. C'est pas destiné à être publié, ça l'est aujourd'hui, mais voilà. Donc, vous voyez, le jeune Staline peint par Picasso aurait sûrement plu aux moscovites. Enfin, je sais pas, c'est idiot ce que je dis, mais voilà. Donc, parce que c'est un Staline jeune qui ne vieillissait pas. Alors qu'aujourd'hui, l'iconographie soviétique, c'est plutôt à la fin le père des peuples qui tient des enfants et qui indique l'avenir. Vous voyez, bon. François, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais aussi poser une question. Voilà, pardon. Oui, je voulais savoir comment Aragon voyait la combinaison entre engagement et poésie. Est-ce qu'il existe art et engagement? Est-ce qu'il existe des essais théoriques ou pas des... Alors, ça c'est engagement. Ça c'est une autre question aussi qui mériterait, puisque Aragon a toujours refusé qu'on lui applique le nom d'engagé ou d'engagement. Pourquoi ? Parce que engagement, c'est Sartre. Et c'est Sartre en 1945. Hein, donc, c'est la philosophie de la liberté qui implique l'engagement, c'est ce que va dire, c'est la philosophie de Sartre, c'est l'être et le néant. Oui, c'est ça, l'être et le néant, qui paraît en 1943, et quand Sartre crée la revue Les Temps modernes en 1945, à la Libération, il prône cette philosophie de l'engagement. Or, Aragon la refuse. D'abord parce que, si vous voulez, Sartre a des propos très sévères sur la poésie de la résistance. Il dit ça n'a rien produit de vraiment très bon, la poésie de la résistance. Et bon. Alors vous croyez qu'Aragon, ça lui fait pas plaisir. En plus, Sartre est violemment anticommuniste à ce moment-là. On ne peut pas être écrivain et communiste. Hein. Ça se dit c'est l'éditorial du premier numéro des Temps modernes. Il publie une longue conférence qui s'appelle
Qu'est-ce que la littérature, je crois, ou quelque chose comme ça. Que peut la littérature? Non, qu'est-ce que la littérature, je crois. Où il est, c'est à la, pardon, c'est à la Libération. Et quand même, vous voyez, quand Sartre écrit, même si c'est dans les lettres françaises, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Vous voyez, pour des types comme Aragon, faut quand même pas charrier, quoi. Parce que lui, vous voyez, Sartre, tout le monde le dit quand même, sa résistance a été des plus discrètes. Alors, il arrive après la guerre, et il dit l'engagement. Vous comprenez que des types comme Aragon lui répondent, mais que faisiez-vous au temps chaud? Voilà, bon, tu vois, c'est dommage que vous ayez attendu tout ce temps pour dire qu'il fallait s'engager, parce que dans la résistance, on n'était pas si nombreux au début, quoi, vous voyez, enfin, bon. Donc, engagement, et Aragon a toujours eu une idée qui est, ce sont les domestiques qu'on engage, pas les poètes. C'est sa formule. Il n'y a pas de Saint-Martin pour les poètes. Voilà, Saint-Martin, c'est là qu'on engageait les domestiques dans les fermes, je crois. Et voilà, donc, vous voyez, la notion d'engagement semble très bien s'appliquer à Aragon, tel qu'on le vit aujourd'hui, tel qu'on se dit, tiens, un écrivain communiste, c'est un type qui est engagé, pas seulement dans sa vie d'homme et de citoyen, mais dans ses œuvres. On attend ça un peu, vous voyez. Et Aragon a toujours dit, mais moi, j'ai pas besoin d'une philosophie de l'engagement pour me dire engagé. Je raconte ce que je veux dans mes livres, et c'est pas au nom de l'engagement que je me refuse à écrire sur le chant des petits oiseaux. Voilà. Donc c'est compliqué la question que vous posez. C'est vrai que, voyez par exemple, quand Aurélien paraît en 1944, Aurélien qui passe aujourd'hui pour son chef-d'œuvre absolu, eh bien, quand Aurélien paraît en 1944, il en vend 1500 exemplaires. Un bide. Gallimard s'est bien rattrapé depuis. Mais, vous voyez, et il y a un journal qui n'écrit rien sur Aurélien, c'est l'Humanité. Parce qu'on se dit, mais cette histoire de bourgeois qui fout rien, là, c'est pas un héros très positif, quoi, vous voyez, hein, voilà. Et on va dire à Aragon, il le dira lui-même, hein, je ne fais que répéter, on m'a dit, mais t'avais pas autre chose à faire ces années-là que d'écrire l'histoire d'amour de ce type, voilà. Et Aragon va dire, bah si, j'avais d'autres choses à faire. Et je les ai faites d'ailleurs. Voilà. Hein, c'était quand même le responsable en zone sud, hein, sous le nom de Gérard, des intellectuels pour le Parti communiste. Bon. Donc, voilà. C'est compliqué cette affaire, parce qu'au fond, l'Humanité trouvait que ce roman était peu engagé. Et alors après, Aurélien, et alors quand il a écrit Les communistes, alors là on a dit, oh, alors ça, là pour le coup super, là enfin, et c'est là la fameuse soirée qui va totalement désespérer, qui a été convoquée pour être à sa gloire, la fameuse soirée de la Grange aux Belles, où comment s'appelle le dirigeant de la CGT là, qui faisait l'éditorial de La Vie ouvrière là, dans la musette, Gaston Monmousseau, je crois. Gaston Monmousseau, ouais, convoque les lecteurs des premiers tomes des communistes à la salle de la Grange aux Belles. J'espère que vous avez connu la salle de la Grange aux Belles. Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant. Toi, tu ne l'as pas connu, hein, je vois bien. Je ne sais pas. Et alors, donc là, il rencontre ses lecteurs. Et c'est convoqué pour sa gloire. Et il sort de là complètement catastrophé. Parce que ses lecteurs lui ont dit, on a eu raison de te faire confiance. Sous-entendu, t'es pas un prolo, mais pourtant, tu vois, bon, on a eu raison de te faire confiance. Et puis surtout, parce qu'il croit que il voit pas que c'est un roman, il croit que c'est un tract à la gloire du Parti communiste, quoi. Un journal de cellules un peu plus long qu'un journal de cellules, c'est vrai, mais bon, vous voyez. Donc, il sort de là complètement, il comprend que
les lecteurs à qui il veut parler ne comprennent pas ce roman. Ils le prennent, mais par contre, là, tout le monde dira, ça, c'est un livre engagé. Voilà. C'est tellement engagé qu'on croit que c'est un livre écrit, c'est une sorte d'histoire à la gloire du Parti communiste. Or, c'est un roman, c'est une histoire d'amour entre Jean de Moncey et Cécile Wissner. Mais il y a tellement de personnages, enfin, mais je vous renvoie à la conférence qu'on a faite une fois précédente et que sur les communistes, que vous avez peut-être suivi. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le texte de cette conférence sera le texte. Il y a les images sur le site de la Maison Aragon, mais il y aura le texte aussi. Hein, je crois. Le texte complet. Si vous l'avez manqué ou si vous n'avez pas pu bien l'entendre pour des histoires de micro, il n'y avait pas de souscription à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas bien vous répondre, mais en même temps, il a toujours refusé ce mot-là. Et je crois qu'il faut comprendre pourquoi. Lui, il menait la bataille idéologique, Aragon. Hein. Sartre, c'est l'idéologie de la liberté. Et qu'est-ce que c'est que ce mec qui se réveille en 1945 pour expliquer que, vous voyez, bon, enfin voilà, je crois que c'est un peu ça. C'est uniquement 2 mots pour la question de l'engagement. Vous pouvez vous reporter au petit livre qu'a écrit Elsa Triolet. Enfin, c'est des séries de conférences qu'elle a prononcées. Et il y en a une qui est extrêmement intéressante sur la question de l'engagement et qui correspond très bien à ce que pouvait penser Aragon aussi sur l'engagement. Et c'est où c'est paru, ça c'est dans le livre et l'écrivain, le livre et la lecture, non? Oui, on l'a d'ailleurs, elle doit être peut-être dehors. Je ne sais pas si tu l'as. Non, il l'a pas. Bon, on l'a aux Amis d'Aragon. Que fout la Salahette, on se demande. Moi, je sais. Oui, je voulais revenir un petit peu en arrière dans les affaires dans ce qu'on a évoqué sur l'affaire Lysenko. Oui. En fait, les positions d'Aragon sont très souvent défigurées par rapport à tout ce qui touche l'Union soviétique. Et je voudrais attirer l'attention sur un événement qui le met directement et personnellement en jeu. En 1947, donc, alors que l'Union soviétique est tout à fait à l'apothéose de sa gloire après la Seconde Guerre mondiale, les Américains commencent une grande campagne pour détruire les bases de l'influence soviétique, notamment dans littérature et en art. Et on en voit les résultats. En Europe, il y a la création d'un tas de choses qui vont saper effectivement et retourner la situation qui était favorable aux intellectuels communistes dans l'après-guerre. Les soviétiques proposent de faire un congrès international sur ces questions-là en Amérique latine et Aragon y est convié. Et il va partir à Moscou pour discuter de cette affaire avec un écrivain qui s'appelle Konstantin Simonov, qui est en charge à Moscou de cette affaire. À l'époque, il dirige la Literaturная Gazeta. C'est un écrivain de guerre qui a déjà une œuvre intéressante et quelqu'un d'avenir. Or, il se trouve qu'au même moment, Aragon a lu la presse soviétique qui s'est permis des accusations qu'il trouve absolument odieuses contre les peintres français. Et il en est parlé par le critique de la Pravda dans des termes qui sont, du point de vue d'Aragon et d'Elsa Triolet, tout à fait odieux. Et Aragon s'en explique avec Simonov et déclare que dans la mesure où ils n'abjurent pas de ce qu'ils ont dit sur la peinture française au XXe siècle, c'est-à-dire du rapport entre l'art et le mouvement ouvrier, le mouvement progressiste, il ne peut absolument pas, lui Aragon, cautionner cette opération. Et donc il y aura une rupture. Et il se trouve qu'on a trouvé le script de l'entretien qui a été copié par une dactylo russe de l'entretien. On l'a traduit et publié. Et ça met très exactement Aragon en face de ses responsabilités. Et on voit la position politique qu'il prend. Il refuse de participer à l'opération et il met en échec quelque chose qui était très important pour tout le mouvement communiste international, dans la mesure où lui n'y participera pas. Oui, c'est un exemple de plus de ce que disait Olivier et de ce que je maintiens moi aussi, qui est qu'en effet, il n'a pas fait que dire amen à Moscou sous prétexte qu'il avait une ligne dès le début, il l'a maintenue et fait vivre en dépit des contraintes et des... Voilà. Oui, je pense que c'est un bel exemple. Tu vois, j'y avais pas pensé... Et c'est un truc que vous avez publié, ça, la controverse.
Le micro, donne. Tu peux lui filer le micro. Comment? Non, la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Est-ce que tu as une question sur... Attends, regarde parler, mais tu as une question sur Internet? Oui. On arrête? Je voulais préciser, et en fait, ça revient sur la question d'engagement. Dans la question d'engagement, je vois quelqu'un qui est extérieur à un certain problème et qui, du haut de sa conscience individuelle, se penche sur le problème. C'est comme ça que j'envisage, moi, le rapport de Sartre à la politique, à peu près tout ce qu'il a fait. Aragon, il est naturellement dans le problème. Il ne peut pas être extérieur au problème et chaque problème l'oblige à prendre une position en fonction de tous les objectifs qui sont les siens, qui sont littéraires, qui sont culturels, qui sont esthétiques, qui sont politiques, grande politique et petite politique. Et à chaque fois, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, c'est la résultante de tous ces objectifs. Oh! Ah, ça s'appelle un four, ça, hein, Michael? Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence riche et merci à Bernard Vasseur d'être venu. Et la prochaine conférence de l'université permanente consacrée à Aragon sera le 11 décembre sur Poésie et Résistance, animée par Olivier Barbaran, ici présent aussi. Merci beaucoup.